Alors, je vais vous parler des nombres. Et en fait, je vais vous parler des nombres parce qu'en fait, en informatique, les nombres, c'est pas la même chose que les nombres qu'on connaît en maths. Et donc, on a peut-être des attentes qui sont déraisonnables par rapport à ce que peut faire un ordinateur. Donc, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Alors, je commence direct dans le sujet, hein. Je vais faire du C. Pourquoi on commence par du C? Parce qu'en fait, C, c'est un langage qui a été designé à la base pour être en miroir de ce que fait une machine. C'est proche du hardware, on va dire. En tout cas, ça l'était à l'origine. Et donc, en général, quand on fait un truc en C et que ça fait un résultat, on peut se dire que c'est à peu près ça que fait le hardware dans la vraie vie. Donc, on commence par un truc simple. J'ai 12 que je mets dans une valeur. Et donc, ça, en fait, c'est le premier type qu'on commence à utiliser quand on fait du C. C'est un sign int, c'est-à-dire que c'est un entier signé, ça peut prendre des valeurs négatives. Et la spec nous dit ça fait au moins 16 bits. Donc on peut mettre des valeurs, on peut mettre 2 puissance 16 valeurs différentes et ça peut prendre des valeurs négatives ou positives, donc dans ce range-là. Je n'ai pas la dernière ligne, c'est un bug. La dernière ligne qui nous montre que en fait, sur les machines modernes, on est en fait au moins 32 bits et que on peut accéder en fait à la valeur min et max de nos entiers à travers une constante qui est disponible quand on développe. Donc on peut regarder au runtime finalement combien on a de bits, est-ce qu'on a 16, 32, 64, et c'est quoi la valeur max que je peux utiliser pour faire mon programme. Ah non, mais c'est ça le suite en fait, ok. Bon, voilà, c'est le morceau de code qui fait ça. Vous avez vu que quand même j'ai des slides beaucoup mieux préparés que Fabien. On est un peu au niveau au-dessus, quoi. Donc après, donc les entiers signés, pourquoi pas. Après, il y a aussi les entiers non signés, donc on peut plus mettre de valeur négative dedans. Donc c'est la même chose, sauf que je mets unsigned devant, et j'ai le même nombre de valeurs, c'est minimum 2 puissance 16, ce qui fait ces valeurs-là. Et de la même manière, il y a une constante à laquelle je peux accéder qui me donne la valeur max, qui est 4 milliards des brouettes. Après, il y a des variantes sur ces types, sur les types d'entiers, parce que bon, là, on a parlé des int qui ont minimum 16 bits, mais peut-être plus. Et des fois, on a besoin de valeurs différentes. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu, les int, les sign int, qui peuvent aussi s'écrire signed, pourquoi pas. Les unsigned, au lieu de unsigned int, on peut faire l'un ou l'autre. Et après, on a le char. Et donc le char, normalement, c'est caractère. Et en fait, c'est pas un caractère, c'est un entier. C'est un entier qui fait au moins 8 bits. Et on s'en sert pour mettre des caractères, historiquement de l'ASCII, mais en fait, c'est un entier. Donc la spec nous dit que ça fait au moins 8 bits. Et par défaut, le caractère est un entier signé. Donc en fait, on n'a pas de 0 à 255, mais en réalité, de moins 128 à plus 127, je crois. On a les unsigned chars, qu'on utilise à peu près jamais. On a les shorts qui font au moins 16 bits, mais en fait, dans la réalité, ils font quasiment toujours 16 bits, alors que les entiers, ils font plutôt 32 bits. Avec les variantes, hein, short int, sign short, on commence à repasser les choses. On a les longues qui font au moins 32 bits, toujours pareil, avec signé, pas signé, ainsi de suite. Et finalement, les longues qui font au moins 64 bits, enfin les longues, pardon. Et donc on finit avec des unsigned long int, par exemple, qui permettent de stocker 2 puissance 64 valeurs non signées dans un entier. Et finalement, le dernier qui vient d'être rajouté dans la spec, c'est de 2023, donc c'est assez frais, qui est l'entier bool qui fait 1 bit. Avant, c'était pas un entier, maintenant c'est un entier. Alors, pourquoi on a des formats différents? En fait, on peut se dire un processeur, en fait, ça a une taille de registre. Je vous expliquerai après ce que c'est un registre, mais c'est l'unité sur laquelle il fait ses calculs. Il y a une unité de registre qui est bien fixée. Donc, en fait, 32, par exemple, ça fait 32 bits. Bon, bah, pourquoi je vais manipuler un entier qui peut-être fait 16 bits alors que je peux avoir 32 pour le même prix? En fait, c'est utile quand on commence à stocker des tableaux de ces valeurs-là. C'est-à-dire que typiquement, on pourrait stocker tous nos caractères d'une chaîne de caractères sur 32 bits, par exemple. Sur chaque caractère serait sur 32 bits, sauf qu'une chaîne de caractères ferait 4 fois la taille de celle qu'elle fait habituellement. Donc la bonne raison d'avoir des tailles différentes, c'est que quand on commence à stocker dans les structures,
on peut vouloir décider de la taille pour optimiser l'espace mémoire ou le transfert de la bande passante. Après, donc un petit passage sur les autres langages qui ont fait des choix différents avec le temps pour différentes raisons, et donc c'est intéressant de voir. Le premier, c'est Java. Alors Java, le truc, c'est que ça a été créé pour être simple à coder et l'écrire une fois et que ça tourne partout. Et donc, la première chose qu'on voit, c'est que plutôt que de dire la spécification, c'est au moins tant de bits, mais il faudra voir au runtime, ils ont dit, bah nous, en fait, un entier, c'est 32 bits, signed, et c'est tout, et ce sera comme ça partout. Donc ça, c'était un peu une révolution à l'époque, parce que tout le monde était plateforme dependent, et donc eux, ils ont dit, non, un entier, c'est comme ça. Si vous voulez un unsigned, vous pouvez mourir, ça n'existe pas. Le long fait 64 bits, le byte fait 8 bits, le short fait 16 bits, donc c'est à peu près ce qu'on trouve en réalité en C, sauf que en C, c'est souvent comme ça, mais pas toujours. Là, au moins, c'est toujours comme ça. Ensuite, en C#, qui est venu un petit peu après Java et qui a repris pas mal de ces concepts, ils ont évidemment fait quelque chose de similaire. Ils ont fixé les tailles. Donc l'entier fait 32 bits sign, mais ils ont pensé à faire les unsigned, ce qui est vachement plus sympa. Donc là, il y a le int, le uint, le long, le ulong, le byte, le ubyte. Ah non, pardon. Le byte, il est signé par défaut. Il est unsigned par défaut, pas comme les autres. Et donc, c'est le sbyte pour signer. Fallait quand même pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et short, ushort. Et le dernier truc, qui est le n quelque chose. C#, en fait, il a été conçu dans un monde où on interagissait avec du code natif. Et donc, ce type a vocation à utiliser le même entier dans C# que dans le truc qu'on est en train d'appeler qui est en code natif. Donc c'est leur type en fait d'interopérabilité entre le monde C# et l'extérieur du monde C#. Alors comment ça se passe en Python? Il fallait parler de Python quand même. Pourquoi on parle de Python? Parce que les gens qui font des maths, qui font des sciences et ainsi de suite font Python, donc il faut parler de Python. Alors, c'est quoi l'aspect des entiers? J'ai pas trouvé la doc, j'ai cherché longtemps, ça n'existe pas apparemment. Peut-être quelque part, mais je sais pas où. Donc, j'ai pris un shell et puis j'ai expérimenté. Ah, on le voit pas, ok. C'est pas grave. Donc, au début, j'ai mis 2 dans A, puis après, j'ai multiplié progressivement. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut mettre à peu près n'importe quel nombre dedans, et ça continue à marcher. Donc, j'en déduis que c'est ce qu'on appelle un big int, on va venir juste après. C'est-à-dire qu'on peut stocker des valeurs arbitraires. C'est vachement bien pour un langage pour des scientifiques, parce que du coup, les scientifiques, au lieu de regarder cette présentation que je suis en train de faire qui explique que les entiers, ça marche pas, pour eux, ça marche. Ils prennent Python et ça marche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vient de dire il y a des tailles maximum. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on passe au-dessus du maximum? Parce que forcément, on peut faire +1 sur une valeur. Et donc là, j'ai fait l'exemple de je prends la valeur maximum de mon entier non signé et je rajoute 1. Et il se passe quoi? J'ai 0. Ça, c'est le comportement classique d'un microprocesseur quand on fait une addition classique. C'est qu'il va faire ce qu'on appelle un modulo de la puissance de 2 de stockage. Donc là, je fais 2 puissance 32. Je suis en train de dépasser mon 2 puissance 32, donc il va faire ma valeur, le résultat du calcul, modulo 2 puissance 32, et donc je vais avoir le résultat de ce modulo. Donc le max plus 1, ça fait 0. C'est un problème de sécurité hyper récurrent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas exactement, ou qui n'y pensent pas à ce moment-là, que ça peut poser des problèmes, et on peut se retrouver à avoir des égalités, des inégalités qui ne fonctionnent pas comme on pensait, parce que tout à coup, au lieu de croître, ça décroît, on retombe de l'autre côté, ou ce genre de choses. Donc il y a plein de problèmes de sécurité qui sont issus de ça. Il y en a un récemment, il y a quelques années, qui était Heartbleed, qui permettait de récupérer des certificats sur serveur Apache. En fait, ça venait de problèmes comme ça. En vrai, dans le CPU, en fait, il y a un flag qui est levé dans le CPU qui permet de savoir qu'il y a eu un overflow. Donc le processeur, lui, le sait que ça n'a pas marché. Et donc, les langages pourraient regarder si ce flag est levé pour nous dire « Ah là là, ton calcul, en fait, il va être raté. » Et d'ailleurs, certains langages le font. L'aspect C, c'est sur un unsigned int, c'est bien un modulo de la puissance de 2 correspondant. Et sur les signed, c'est undefined behavior.
Donc en C, il y a plein de trucs comme ça, tous les trucs historiques où ils savent que s'ils prennent une décision, ça marchera plus parce qu'il y a un compilateur qui a fait un truc, un autre qui a fait autre chose, disent c'est undefined. Donc dans la vraie vie, en fait, ça fait aussi le modulo A2, quasiment partout, mais en tout cas, c'est pas ce que dit SPF. Comment ça se passe dans les autres langages? En Java, ça fait des modulo puissance de 2, sauf si on utilise l'API qui s'appelle quelque chose exact, donc il y a multiplié, ainsi de suite. Auquel cas, ça lance une exception en cas d'erreur. Alors ça peut casser le programme, mais d'un autre côté, peut-être que vaut mieux casser le programme que d'avoir un entier qui contient une valeur bizarre, pas attendue. Le principal défaut de ce truc-là, c'est que c'est pas lisible. Quand on est en train d'écrire dans du code des trucs avec des plus, des moins, des divisés, on comprend assez facilement les formules. Si on commence à avoir des appels de méthode, en fait, ça devient vraiment pénible. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise quasiment jamais ça, alors qu'il faudrait. En C#, il y a deux comportements différents pour le même code. Si on est dans un contexte unchecked, c'est-à-dire on est en train d'interagir avec du code natif, ça fait un modulo, et sinon ça fait une exception. Voilà. Probablement qu'il y a une bonne raison. Et en Python, donc on l'a vu juste avant, en fait ça convertit notre entier dans ce qu'on appelle un big int. Et on va venir justement. Qu'est-ce que c'est un big int? Et donc un big int, c'est un peu un gros mot pour dire de l'arithmétique de précision arbitraire. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose qu'en maths, en fait, finalement. On peut mettre n'importe quel nombre, faire une opération dessus, et ça va se comporter comme on s'y attend. Ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas des entiers normaux, puisqu'ils dépassent, ils font une rotation modulo 2, ils font des trucs bizarres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, pourquoi on n'utilise pas des big int déjà? Parce que, donc là je reviens à comment ça marche un processeur. Un processeur, on prend un entier, on le met dans un registre, on prend un deuxième entier, on le met dans un autre registre, on lui dit fais une addition, il nous met le résultat dans un troisième registre. Donc la précision d'une addition, d'une opération, c'est la taille des registres de notre processeur. Donc quand on dit un processeur fait 32 bits ou 64 bits, en général c'est la taille des registres. Donc un processeur 32 bits, il sait faire des opérations mathématiques sur 32 bits généralement. Et donc, quand on fait des opérations sur des big int, donc une taille qui est arbitraire, on se rend bien compte qu'il va passer par des tableaux, et donc charger des valeurs dans des tableaux, faire des maths sur des tableaux, avec des algorithmes, en fait, ça va être fait, un algorithme qui n'est pas dans le processeur, mais qui est fait par le développeur, qui est dans une librairie, et donc on se rend bien compte que ça va être 2 ou 3 ordres de magnitude plus long que de faire juste un plus entre deux registres. Donc c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas forcément ça par défaut. Mais l'avantage des big int, c'est que ça fait des résultats exacts. Donc est-ce que finalement, le choix de Python est le bon choix, c'est-à-dire de se dire, la plupart du temps, on s'en moque un petit peu de la performance, pour avoir des résultats exacts, peut-être. Et donc, le support des big int dans les différents langages. En C, il y a une librairie qui est très utilisée, enfin il y en a plusieurs, mais celle-ci qui est assez utilisée. Donc c'est pas dans le langage lui-même, c'est vraiment une librairie en plus. En Java, c'est dans le langage, sauf que de la même manière que sur les maths exactes, en fait, on se retrouve à avoir des appels de méthode. Alors, du coup, c'est pas très lisible et du coup, on s'en sert pas. Ce qui est très 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 dommage, parce que ce serait probablement, ça permettrait d'éviter beaucoup de bugs. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, on passe une chaîne de caractères et non pas un nombre. Parce que si on mettait le nombre, il serait automatiquement vu comme un entier et donc il serait réduit à sa taille maximum. Et donc on n'arriverait pas à le mettre dans le big int. Donc on le met sous forme de chaîne de caractères pour que big int puisse le lire en entier. En C#, ils ont quand même fait des trucs mieux. Donc on a bien le support des opérateurs. Alors c'est dans le langage directement. On a à peu près la même syntaxe. Hein. Sauf qu'il y a le support des opérateurs. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'excuses pour ne pas utiliser les big int la plupart du temps. Parce que le code est à peu près aussi lisible. Et en Python, comme on a vu, c'est par défaut. On a un entier, ça marche à tous les coups, et tout va bien. Donc, je serais presque à deux doigts de dire qu'il faut faire du Python. C'est pas grave. Donc ça, c'était la partie facile, les trucs qui marchent bien, les entiers. Donc jusqu'ici, il y a plein de propriétés qui marchaient encore. Là, on va voir les nombres flottants. Là, on commence à rentrer dans les trucs qui marchent pas du tout, qui sont vraiment cassés, quoi. Et donc là, je vous refais la même chose, hein, donc c'est le sign float, ainsi de suite. Ça s'appelle, en fait, c'est tellement compliqué qu'il y a des gens qui ont, donc I3E, c'est des spécifications des gens très compliqués, hein, c'est eux qui font les spécifications sur le réseau, des choses comme ça. Donc ils ont fait une spécification sur comment ça marche les nombres à virgule flottante, ça s'appelle.
On va pas rentrer du tout dans le détail de comment c'est implémenté parce que c'est vraiment très compliqué et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut stocker finalement dans un nombre flottant? On peut stocker une valeur qui est vachement plus grande que dans un entier, en fait, parce que la virgule, elle est flottante, donc on peut la déplacer comme ça nous arrange. Donc là, on peut mettre quelque chose 10 puissance 38, donc avec 38 zéros, en fait. On peut stocker tous les entiers qui ont 7 chiffres ou moins peuvent être stockés de manière exacte. Donc on peut stocker dans une certaine manière des entiers. Au bout d'un certain temps, ils vont plus être gardés sous forme d'entiers, ils vont perdre de leur précision. Bon, je passe peut-être certains détails, mais ce que ça veut dire, c'est que par exemple, pour 2 puissance 24, entre 2 puissance 24 et 2 puissance 25, les nombres sont arrondis à 2. Donc en fait, si j'écris ça dans mon code, et ben ça c'est vrai ça. Donc si je mets machin 17 égale machin 16, l'égalité elle est bonne. Donc si vous avez des floats dans votre code, faites jamais des égalités. Parce que le plus probable, c'est que vous n'arriverez pas à avoir quelque chose qui est strictement égal. Il faut faire des opérations avec un epsilon. C'est-à-dire qu'il faut définir, étant donné la quantité que vous êtes en train de mesurer, à combien ça doit être égal, à quel epsilon près. C'est-à-dire que là, peut-être que je vais me dire, vu que c'est un gros chiffre, je veux que ce soit égal à 10 près. Et là, je dirais que c'est égal. Donc là, c'est le cas entre 2 puissance 24 et 2 puissance 25, mais en fait, entre 2 puissance 23 et 2 puissance 24, l'intervalle c'est 1, donc si je mets un truc à virgule, en fait, tout ce qui est après la virgule, ça dégage. Et on peut trouver des milliards d'exemples, hein. Là j'en ai pris 2 au hasard. Si ça vous intéresse, si vous voulez faire des trucs avec des nombres flottants, allez voir la page Wikipédia avant de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, vous allez forcément vous tromper. Le truc, quand je disais ça sait pas faire des maths un ordinateur, ça c'est les propriétés qu'on s'attend à voir sur tout nombre, soit entier, flottant et ainsi de suite. On ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais l'associativité, je vais vous donner l'exemple. Ouais, tout ce qui est rouge, ça veut dire que ça marche pas, évidemment. Un des exemples, c'est l'associativité. On a tous appris que l'addition, en fait, on peut faire ça plus la somme de ça ou l'inverse, et ça fait pareil. Ben là, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'associativité sur les nombres flottants. Il n'y a pas de distributivité. Donc la distributivité, c'est A fois A plus A ou A moins A, enfin peu importe, ça pourrait être B. C'est égal au truc distribué. Ben non, pas là, en fait. Vous n'avez pas ça non plus. Parce qu'il y en a un, il fait 0 et l'autre, il fait not a number. Moins not a number. C'est même pas not a number, c'est moins, au cas où. En fait, ici, j'affiche résulte 1 et résulte 2, donc le deuxième, là, il fait moins not a number. C'est la même chose, hein, c'est le même calcul mathématiquement, mais pas pour un ordinateur. Vous faites 1 plus 2, vous mettez ça dans une variable, vous dites égal à 3, bah non, toujours pas. Et vous faites 0, 1, 0, 1, 0, 1 égal à 3, 0, 3, bah non, non plus. Donc les nombres à virgule, faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Le jour où vous en utilisez, il faut que vous ayez une bonne raison. Et du coup, il faut mesurer la précision que vous souhaitez avoir avant de faire quelle égalité, inégalité, ainsi de suite. Évidemment, il y a une solution à tous nos problèmes, c'est des big décimales. Pourquoi donc les big décimales, c'est comme les big int, mais pour les décimales. Donc c'est précision arbitraire, pas toujours, on va voir. Donc en Java, ça marche bien, ça fait la même chose que en big int, hein, on fait un truc avec une somme de caractères, et puis après on a des méthodes pénibles à utiliser. En Python, il y a un type qui s'appelle décimal, sauf qu'en fait, il n'est pas de précision arbitraire, il est de précision limitée. Alors c'est bien décrit, hein, mais en fait, si on l'utilise, il y a un moment, ça ne fait plus non plus des maths. Donc attention. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais c'est bizarre. C'est Sharp, c'est dans des librairies de précision arbitraire, donc c'est pas dans le langage. On voit que Big Decimal c'était moins un problème que Big Int, puisque ça a été moins bien résolu en général. On va faire juste je sais qu'il y a des gens qui font du PHP, ici, du JavaScript, ainsi de suite, donc on fait un petit, je passe vite fait en revue comment ça se comporte, tout ce qu'on vient de voir dans ces langages. Donc PHP, JavaScript, Rust. Pensez à tout le monde, j'espère. PHP, premier truc, alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, mais attention, j'en profite, je parle des nombres.
En PHP, quand on met un 0, ça fait de l'octal. Donc 0, 123, ça veut dire 83. J'ai vu un nombre de fois des gens galérer, dire mon calcul il marche pas. Ils avaient mis des zéros devant leur truc pour les aligner. Ils avaient des chiffres, ils avaient genre 123 et 0,82 parce que ça faisait beau, c'était aligné. Que 0,82 ça faisait pas 82. Quoi. Mais ça, on peut le chercher longtemps quand on ne le sait pas. Donc je me suis dit, je suis devant vous, vous m'écoutez, je peux vous expliquer une fois. Peut-être ça vous sauvera une journée de galère. Évidemment, c'est une décision de merde, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de unsigned, il n'y a que des signed, donc comme en Java, non pas comme en Java. On a aussi une taille indéterminée, donc c'est soit 32, soit 64, et on l'a dans cette constante, donc on peut l'avoir en runtime, et on a aussi du coup la valeur min et la valeur max. Voilà. Et attention, le drame. Quand vous arrivez à max et que vous faites plus 1, donc là vous étiez sur les entiers, et tout à coup vous avez un float. Et en fait, quand on revient au tableau d'avant, où on voit qu'un float, il n'y a plus rien qui tient dans les maths, en fait vous étiez sur des entiers, ça marche à peu près, et puis là, tac, vous avez un truc, vous n'avez plus la sociabilité, vous n'avez plus l'égalité. Si vous avez un compteur qui incrémente, tout à coup, hop, il compte plus. Enfin, voilà, on en est là, quoi. Hein. Donc faites vraiment très attention aux entiers. Quoi. Euh, ça dépend du système. Alors, ils disent pas exactement, mais les floats, c'est souvent des doubles. Donc, double, c'est un float qui est sur 64 bits, donc il y a une double précision. Et ça implémente quand même le I3E machin, donc c'est quand même un peu sérieux. Vous avez les big int, les big décimales dans la librairie BCMat qui est vraiment pénible à utiliser, mais ça existe. Parce que c'est que des appels de fonctions, c'est pas bien intégré, c'est même très très moche. Quand même, il faut dire un truc positif sur PHP. Donc j'ai lu la doc sur les floats et c'est vachement bien écrit. Donc ce que je vous ai expliqué de dangereux, ils vous le disent. Alors ils vous le disent, mais c'est le mode par défaut. Bon, allez comprendre. JavaScript, un autre grand langage moderne. Le même bug. Hein je ne sais pas d'où ça vient. Le truc de l'octal, ils l'ont repris. Ou dans l'autre sens, je ne sais pas qui l'a fait en premier, mais ils l'ont fait quand même. Et comme chacun sait, en JavaScript, on n'a qu'un truc, c'est number. Et donc number, ça sert à tout. Et surtout, du coup, ça a toutes les mauvaises propriétés des nombres flottants. Puisque c'est un flottant sur 64 bits. Et donc ça nous dit, ça revient un peu à ce qu'on a vu avant, mais on peut stocker sans perdre des entiers entre moins 2 puissance 53 et 2 puissance 53. Voilà. Ça veut dire que dans ce range-là, on a à peu près des maths. Et dès qu'on en sort, en fait, on passe sur les fonctionnants flottants, donc on repère nos maths. Donc c'est finalement assez proche de PHP, mais c'est un peu moins fort parce que dès le début, on est quand même sur du nombre flottant. Donc ça marche jamais, c'est PHP, ça marche des fois, à un moment ça marche plus. Quoi. Là, ils ont bien nommé leurs constantes puisque c'est pas la valeur maximum, c'est la valeur maximum dans laquelle vous pouvez faire des maths. Donc c'est safe min, safe max. Et grande découverte de ma part. Donc depuis quelques années, vraisemblablement, il y a un type big int qui est dans JavaScript qui fonctionne parfaitement comme un big int et qui en plus a une syntaxe extrêmement compact. Il suffit de mettre un n derrière votre nombre et tout à coup il fait du big int, c'est-à-dire que vous avez vraiment des entiers fiables juste pour le prix d'un caractère, et il y a même le support des opérateurs, donc vous avez juste zéro raison de ne pas mettre un n à chaque fois que vous mettez un entier, puisque c'est vraiment ça que vous voulez, sauf cas particulier de performance. Donc quand même, voilà, ils ont résolu d'une certaine manière le problème historique qu'ils avaient d'avoir des floats et donc de ne pas pouvoir faire de maths. Big Decimal n'est pas dans le langage, il y a des librairies évidemment, mais qui dit librairie dit les opérateurs, ça marche pas forcément. Rust, dernier petit passage. Donc Rust, c'est des gens qui font des trucs très très précis, donc entier ça n'existe pas. Parce qu'en fait ça voudrait dire que les gens, il faudrait qu'ils lisent la doc et tout. Non, là tu veux un entier, il faut te poser tout de suite la question, c'est quoi la taille de mon entier, quelle valeur je vais vouloir mettre dedans. Donc il faut prendre la décision a priori et pas genre je mets int, on verra après, ça passe ou ça passe pas. Donc là, en fait, quand on met un entier, il faut dire unsign ou sign, et puis le nombre d'octets de bits qu'on veut pour notre int. Pareil pour float, c'est F3264.
qu'est-ce qui se passe quand on overflow nos types? Alors, ça c'est très très bizarre. Il y a deux modes de compilation en Rust. Quand on est en mode debug, donc sur le poste du développeur, en fait, ça nous fait panique. Panique, ça veut dire que le programme s'arrête avec un volume message. Donc ça, c'est pas mal quand même, parce que du coup, on voit qu'il y a un bug, le programme il s'arrête, il nous dit oh là là, vous avez fait un mauvais calcul à tel endroit, ça va pas. Et en prod, ça fait un modulo puissance de 2. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ce choix-là, peut-être qu'on pourra en discuter après. Mais c'est un peu bizarre. Ils ont le support des big int et des big decimals dans les librairies, sauf que Rust étant un langage qui est bien fait, il a le support des surcharges des opérateurs, ou un truc qui ressemble, et donc ça permet d'avoir des opérateurs mathématiques sur ces types, bien que n'étant pas inclus d'origine dans le langage. Alors ce serait pareil en Scala, mais je n'ai pas voulu parler de Scala ce soir. Voilà, donc à retenir, et après je finis, c'était un peu plus long que prévu, je suis désolé. Première chose à retenir, c'est quand vous avez des nombres, posez-vous la question de l'ordre de grandeur. Vous n'avez pas juste un nombre et c'est le même que la veille et vous le mettez dans un int. Peut-être que celui-là, vous savez qu'il va être un peu gros. S'il est un peu gros en fonction de votre langage, attention. Donc posez-vous la question à chaque fois que vous avez un nombre, qu'est-ce qui peut devenir ce nombre, quelle taille il peut faire. Mon conseil à moi, c'est si votre langage n'est pas trop pourri, utilisez des big int et des big decimals par défaut. En fait, vous ne voulez pas avoir un bug à corriger sur des trucs qui font des overflows sur un cas d'un client métier. Enfin, vous ne voulez pas avoir à faire ça. Donc en fait, par défaut, utilisez ces trucs-là si vous avez des types qui permettent d'avoir des opérateurs pas trop difficiles à lire et tout ça. Ça vous sauvera vraiment plein d'erreurs, que ce soit sur les entiers, sur les décimales. Surtout en JavaScript, puisqu'en JavaScript, le type de base est vraiment pourri, et le type qu'ils ont ajouté, il fonctionne quand même vachement bien. Donc en JavaScript, je vous invite vraiment à utiliser les big int tout le temps. Sauf, évidemment, quand vous avez des problématiques de performance, puisque ça coûte beaucoup plus cher, comme je disais, et que donc, on peut vouloir utiliser ces types-là. Et dans ce cas-là, lisez bien les docs. Ne vous dites pas, ça va marcher, ça va être à peu près bon. Non, ça peut faire, au lieu de faire 4 milliards, ça peut faire moins 1. Au lieu de 2 milliards, ça peut faire moins 1. Donc ça ne marche pas à peu près, c'est juste complètement faux. Donc lisez bien les docs quand vous utilisez des trucs où vous n'êtes pas exactement sûr. Voilà. C'est tout pour moi.